bonjour. Alpha, pouvez-vous allumer votre caméra? Bonjour Fatima Zahra. Bonjour Amel, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, on va lancer le webinaire. Alors, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous recevoir à ce webinaire Région Maghreb dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, donc en ce 8 mars 2021. On sera ensemble pendant 1h30 de 14h donc à 15h30 avec comme thématique d'élève à technicienne ingénieure en entreprise, un pari réussi au Maghreb. Je suis Amel Kefif, la directrice générale de l'association Elle Bouge et je vais animer et modérer ce webinaire. On a lu le mois dernier, même en février, plusieurs articles indiquant que les pays du Maghreb enregistrent les plus forts taux de femmes ingénieures au monde. À partir de ce constat, de ces articles, on a décidé d'intervenir et de comprendre pourquoi au Maghreb on a les taux de femmes ingénieures les plus forts au monde, mais pourquoi également il y a un manque de techniciennes au Maghreb. Et on va donc tout au long de ce webinaire qui va se décomposer avec une partie de prise de parole d'entreprise, une prise de parole de l'académie, une prise de parole d'étudiantes, de diplômés, de jeunes diplômés, tout au long de ce webinaire et qui vont nous donner leur avis, leurs critiques, leurs analyses, la manière dont ils construisent le Maghreb d'aujourd'hui autour des femmes notamment. Alors, et pour commencer, je vais donner la parole à Marie-Sophie Pavlak, la présidente fondatrice d'Elle Bouge. Marie-Sophie, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez créé l'association Elle Bouge et qu'est-ce que vous pensez de ces deux articles concernant les pays du Maghreb? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais vous remercier toutes et tous de participer à notre webinaire consacré effectivement aux jeunes filles, aux femmes dans l'industrie, dans la tech au Maghreb. Je voudrais vous remercier, Amel, d'animer ce webinaire en tant que directrice générale de l'association. C'est la première fois que vous le faites et on est ravis que ce soit sur ce sujet aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai créé l'association Elle Bouge? Il y a 15 ans, je suis moi-même ingénieure de formation. J'ai travaillé dans l'industrie pendant plus de 15 ans, puis dans des écoles d'ingénieurs, et à un moment, je me suis trouvée face à des directeurs de ressources humaines de très grandes entreprises comme Dassault, Airbus, PSA, Peugeot, Citroën, la SNCF, qui à ce moment-là, tous m'ont fait la demande: comment peut-on faire pour avoir davantage de femmes ingénieurs ou techniciennes dans nos entreprises et donc dans les écoles d'ingénieurs. Donc c'est en faisant aussi un petit retour sur ma propre carrière que je me suis dit que le sujet était bien en amont pour pouvoir effectivement satisfaire les entreprises dans leurs besoins de mixité, parce qu'on a affaire à des entreprises convaincues des atouts de la mixité dans l'entreprise, innovation, climat social, ambiance, etc. Pour les satisfaire, il faut effectivement que, au moment de l'orientation, au moment où les jeunes femmes peuvent prendre la bonne voie pour y arriver, on puisse éventuellement déconstruire des stéréotypes qui se sont induits depuis la plus tendre enfance. Et donc, en fait, il faut savoir que les femmes ou les jeunes filles plutôt ne s'orientent pas vers ces filières, on va dire, industrielles et techniques,
D'abord par mes connaissances. C'est quelque chose qu'elles connaissent moins bien que la santé, l'environnement et tous ces métiers qu'on peut toucher du doigt au quotidien, la médecine, etc. Et donc, c'est plus ingénieur, technicienne, c'est pas un métier, ce sont des centaines de métiers. Oui. Donc, déjà, la méconnaissance fait que ça crée un certain barrage. Et derrière cette méconnaissance, il y a aussi des a priori, de l'autocensure, des stéréotypes induits. On se dit, on va pas y arriver, on se dit, c'est pas pour moi, on se dit, c'est un métier d'homme, ou voilà, plein de choses qui ne sont pas vraies parce que vous êtes toutes ici, toutes et tous ici pour prouver que, effectivement, ce sont ni des métiers d'hommes, ni des métiers de femmes, mais des métiers passionnants qui peuvent être exercés de façon indifférente par les hommes comme par les femmes. Et donc, bon, l'association Elle Bouge, pour revenir à la question, je l'ai créée pour que des femmes comme vous puissent témoigner auprès des jeunes femmes, des jeunes filles au moment de l'orientation, de tout l'intérêt de leur métier et que celles-ci prennent vraiment conscience que ce sont des métiers passion, porteurs d'employabilité, porteurs d'avenir et que ce serait dommage pour le monde entier qu'on se prive de la moitié de l'humanité dans ces secteurs-là. Voilà pourquoi j'ai créé l'association Elle Bouge. Et c'est vrai que quand je l'ai créée, moi, en tant que Française en France, hein, avec les chiffres qu'on avait en France à l'époque, hein, moins de entre 10 et 15% de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs en France. Alors, heureusement, en 15 ans, ça a un petit peu évolué. Mais moi, comme l'a précisé Amel Kefif, j'ai été très agréablement surprise de voir les chiffres de femmes ingénieurs et techniciennes au Maghreb. Donc, oui. il est fort possible et certain que les stéréotypes ne sont pas les mêmes au Maghreb et en Europe, parce qu'on a fait un webinaire Europe ce matin où les choses sont un peu similaires dans la plupart des pays européens. Oui. Et donc là, oui, il y a vraiment un avantage conséquent au Maghreb. Donc, on est là à la fois pour recueillir les raisons qui font qu'il y a cette attirance, mais aussi pour voir ce qui se passe après, tout au long de la carrière, parce que effectivement, est-ce que c'est un pari réussi au Maghreb? En partie. Est-ce que ça va jusqu'au bout de l'égalité entre les femmes et les hommes? Il y a sûrement beaucoup de choses à dire et donc je ne vais pas du tout monopoliser la parole plus que ça, mais je vous remercie encore d'avoir trouvé ce beau sujet, vous et tous les partenaires hein, que je vois qui sont connectés aujourd'hui, mais vous allez vous en faire l'écho, Amel. Merci Amel d'animer ce webinaire qui va être plus que passionnant et je reste à l'écoute. Merci beaucoup Marie-Sophie. Vous avez soulevé tous les sujets dont on va traiter pendant cette heure et demie. C'est formidable. Alors, juste pour vous préciser, ce webinaire est enregistré afin qu'il puisse nous servir de porte-parole pour l'égalité, pour les paris qui sont réussis, pour les avancées qui sont faites notamment au Maghreb et les rôles modèles que nous jouons toutes et tous au sein voilà, de nos parcours. Alors, je vais présenter rapidement tous les intervenants de ce webinaire. Alicia, si vous vouliez bien remettre la slide numéro 2 ou 3 d'ailleurs, la slide présentant les visages de chacun. Alors, on accueillera donc tout de suite après, je vais vous les citer dans l'ordre d'arrivée, Olfa Zeribi, qui est professeure des universités et directrice de l'AUF Europe de l'Ouest. Raphaël Dutertre, qui est conseillère aux relations institutionnelles et référente égalité au sein de l'AEFE. Laurent Arbeau, qui est proviseur au lycée Paul Valéry au pôle Fès et Meknès au Maroc. Virginie Viguier, qui est proviseure adjointe au lycée Gustave Flaubert, La Marsa en Tunisie. Danielle Paillet, qui est directrice Maghreb au sein de l'AUF. Fatima Zahra Mountige, DRH adjointe de la zone Macao et DRH Maroc pour Colas à Casablanca. Lamia Adrat, qui est responsable du campus de formation et compétences Amendis, filiale de Veolia à Tétouan, Maroc. Dounia Benmerar, étudiante en 4e année au CESI à Alger en Algérie. Asma El Asri,
qui est ancienne diplômée de l'ESSIGELEC à Paris et qui vit aujourd'hui au Maroc, et Yousra Boumiane, qui est lauréate du prix de l'élève ingénieur Maghreb au concours ingénieuse en 2020. Je vous remercie à toutes et tous d'être présents aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, on lance également une campagne sur les réseaux sociaux qui est hashtag 8 mars tous les jours avec Elle Bouge, car c'est tous les jours le 8 mars au sein d'Elle Bouge. Voilà, donc ce webinaire est enregistré et je vais tout de suite introduire Olfa Zeribi. Alors les autres personnes, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît couper vos caméras pour laisser l'écran à Olfa et moi? Alors, Olfa, quand on a préparé ce webinaire, on a parlé de politique du genre, on a parlé d'employabilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et notamment sur les enjeux de l'AUF? Qu'est-ce que l'AUF et votre rôle? Merci Amel, merci beaucoup. Merci Amel pour cette introduction et cette présentation. Écoutez, avant toute chose, je souhaiterais tout d'abord remercier une personne, enfin féliciter une personne, car elle a été extrêmement importante et elle n'est pas visible, elle est dans l'ombre, et là je vais lui demander d'allumer sa caméra pour que tout le monde puisse la voir. Je voudrais parler de Cécile Ono. C'est grâce à Cécile Ono que nous sommes vraiment tous réunis aujourd'hui. Et oui. Cécile, si vous pouviez, pour que l'on puisse vous connaître, qu'on puisse vous reconnaître. Bonjour Cécile, c'est vrai, mais excusez-moi, j'ai oublié d'indiquer que nos partenaires privilégiés et Cécile Ono et Raphaël Duterre, Cécile Ono de l'AUF, nous ont permis d'organiser ce webinaire. Donc l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et l'AEFE qu'on retrouvera juste après, l'Agence des établissements français de l'étranger. Et oui, un grand merci à Cécile. Merci de me le rappeler, Olfa. Voilà, un grand merci parce que sincèrement, Cécile est non seulement convaincue oui. Et porte la politique du genre pour l'AUF d'une façon générale, mais tout particulièrement pour l'AUF Europe de l'Ouest, et ses contacts et ces différents réseaux, ces différentes personnalités que nous avons que nous aurons l'opportunité de rencontrer et de croiser aujourd'hui. Donc, nous devons justement à toute une équipe qui a beaucoup travaillé, parfois dans l'ombre, et puis derrière les caméras, derrière les ordinateurs. Et vraiment, c'est un gros travail. Et tout le monde sait ce que c'est ici que de préparer un webinaire. Voilà, ouais, je voulais... Exactement. En un temps record. En un temps record. Voilà, avec... Okay. Alors, Olfa, on vous écoute. Je voudrais aussi nous féliciter ensemble de ce partenariat de votre association et vous remercier pour cette possibilité de croiser à la fois les valeurs qui sont portées par l'AUF et à travers votre association, parce que nous accordons une importance particulière à l'engagement de la société civile sur ces questions-là. Vous savez, ce que nous faisons, nous le faisons pour la société, nous le faisons dans un cadre de valeurs, de respect de valeurs, de diversité, de respect de la diversité des langues et des cultures. Et je crois que nous sommes là aujourd'hui autour de cette table ronde. Cela témoigne, n'est qu'une manifestation vivante et une représentation, voilà, dans une mise en action et mise en situation de tout ce potentiel partenarial. Il y a aussi la possibilité de mettre en place aussi un dispositif interrégional. Donc, ce qui fait que nous sommes avec Danielle, ma collègue qui est directrice pour le Maghreb, également convaincue par la mission que nous portons. Et dans cette perspective, nous allons pouvoir développer cela. Alors, je voudrais tout d'abord dire que les niveaux de... Voilà, si on devait d'une façon très brève et puis donner quelques illustrations de ce que nous faisons à l'AUF en matière
sur la question du genre. Nous sommes une agence, une institution, en tout cas, nous avons un rôle et une mission en lien avec la responsabilité sociétale, celle de s'engager en faveur des femmes, évidemment, de reconnaître leur accès à l'enseignement supérieur, à la recherche et aux différentes responsabilités. Pour cela, le positionnement de l'AUF est extrêmement important. Pour en donner un témoignage et avec effet immédiat et concret sur cette période, je crois que c'est la première fois, et vous me dites, Cécile, si je me trompe, mais nous sommes dans une perspective totalement égalitaire puisque nous avons sur les 10 implantations et 10 directeurs régionaux à l'AUF, pour la première fois, la parité est atteinte. Il y a donc 5 directrices des dames de très haut niveau et avec un fort potentiel. Et donc, nous sommes quelque part les porteurs d'un certain nombre de messages pour justement une plus grande inclusion et une présence beaucoup plus forte. Non pas en nombre, ça n'est pas la question du nombre qui compte, c'est la question du potentiel qui est là, qui doit être discuté. Et moi, je me réjouis de cette table ronde justement parce que nous allons pouvoir porter cette voix et vous êtes vraiment des partenaires importants pour pouvoir le faire. J'aimerais vous parler de quelques partenariats. Donc, il y a un volet partenarial avec la société civile et vous en êtes l'expression la plus concrète et nous comptons beaucoup sur cela. Il y a également des partenariats qui sont d'ordre institutionnel avec l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, également le programme des Nations Unies, un partenariat avec les ONU Femmes, les Nations Unies pour le développement. Nous faisons un certain nombre d'activités. Alors, pour vous donner un exemple sur le partenariat avec l'OIF, la mise à disposition du portail Relief, les ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes, c'est un portail qui a été lancé en janvier 2021 depuis Dakar. Et ce sont des actions concrètes pour promouvoir l'égalité de genre au sein des universités. Nous avons également ce partenariat avec ONU Femmes qui est en cours et qui vise à mettre en place au sein de quelques campus pilotes les principes d'autonomisation des femmes pour également encourager les étudiants à s'engager, les étudiants en particulier masculins, parce que leur contribution compte beaucoup aussi, et les donner la possibilité de s'engager dans un mouvement international, lui pour elle et he for she. Donc voilà, il y a toutes ces activités-là qui sont sur le plan institutionnel, en tout cas, très importantes. Nous avons également... Olfa, je suis désolée, le temps est tellement compté, malheureusement, que je vais finir, Amel. C'est très gentil, merci. Je vais finir. Il y a un certain nombre d'activités. Je vous invite à consulter notre site, nos différentes pages, pour pouvoir continuer d'être informés sur toutes les initiatives que nous mettons en place en faveur de cela. Et donc, enfin, et c'est le dernier point, et j'aimerais insister sur l'importance que revêt les différents prix et tout ce que nous coordonnons à l'international sur des actions de sensibilisation aux métiers scientifiques auprès des jeunes filles et des jeunes femmes. Et le troisième type de partenariat avec lequel aujourd'hui, sur lequel vous devriez vous pencher aujourd'hui, concerne le secteur économique et le secteur privé et les entreprises avec lesquelles nous souhaitons également pouvoir développer ce type de relations. Et je vous souhaite un excellent séminaire, du beau monde. Je trouve que le panel est très, très riche. Et voilà, je suis moi-même très intéressée par ce qui va pouvoir être dit. Et encore merci à tous et à toutes qui êtes là aujourd'hui pour partager ce moment. Merci beaucoup, Olfa. Merci infiniment pour cette prise de parole. Effectivement, il va être question d'actions de sensibilisation et des partenariats avec les entreprises. Et j'invite Raphaël Dutertre, donc conseillère aux relations institutionnelles au sein de l'AEFE, qui est un de nos partenaires privilégiés et de date, hein, et qui fait date avec Elle Bouge. Je vous en prie, Raphaël.
pardon. Bonjour Amel, tout d'abord je nous souhaite un bon anniversaire puisque nous fêtons aujourd'hui nos 4 ans de partenariat, une convention signée donc le 8 mars 2017 avec Marie-Sophie Pavlak et renouvelée il y a juste 1 an. Nous sommes vraiment très heureux de ce partenariat. Pourquoi? Parce que notre cœur de métier c'est l'éducation. On a 540 établissements dans le monde entier, 370 000 élèves dans 138 pays et ce partenariat avec Elle Bouge, il a énormément de sens parce qu'il est il est extrêmement concret et cette idée de marraine, l'idée que nos élèves puissent se projeter dans des carrières, dans des exemples incarnés, c'est vraiment une idée qui fonctionne bien et donc on est très, très heureux de poursuivre ce partenariat et de le nourrir. L'égalité filles-garçons, elle est, j'allais dire, inhérente à notre enseignement puisque les programmes sont français et donc il y a quantité d'initiatives également qui existent dans le monde entier, mais mes 2 collègues Relais Égalité dans le réseau aborderont cette question tout à l'heure. Donc nous sommes nourris de cette égalité filles-garçons, égalité sur laquelle nous insistons notamment au moment de l'orientation, parce que c'est là qu'effectivement l'essentiel se joue dans la lutte contre les stéréotypes des métiers de filles, des métiers de garçons. Donc là, on a vraiment un vrai point d'attention à ce moment-là. Et cette égalité filles-garçons, elle se projette également dans l'égalité femmes-hommes, oui, sur laquelle nous travaillons en particulier beaucoup ces dernières années. Nous avons rendu en décembre notre premier plan d'action égalité 2021-2023 et que nous commençons à mettre en œuvre. C'est donc l'objet, c'est l'égalité professionnelle. Donc c'est aussi bien l'accès aux carrières, donc à l'AEFE, au siège et dans le réseau, aussi bien l'accès aux carrières, l'égalité salariale, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la formation, la gouvernance. Voilà. Alors, en ce qui concerne le Maghreb, nous avons été effectivement très heureusement surpris des chiffres que nous avons vus concernant le pourcentage de femmes ingénieures. Effectivement, en Occident, je pense qu'on a beaucoup à apprendre et surtout essayer de comprendre quels sont les leviers pour arriver à ce que nous aussi, on arrive à passer ce message et faire en sorte qu'on arrive à ce que les jeunes filles, si elles le souhaitent, puissent embrasser ces carrières. Alors pour nous, le Maghreb, c'est évidemment très important. C'est quand même 60 000 élèves, dont 45 000 au Maroc, et c'est 65 établissements d'enseignement français. Donc pour nous, c'est évidemment une région extrêmement stratégique et je suis vraiment heureuse qu'on puisse construire ce webinaire ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Écoutez, c'est une transition parfaite. Et oui, le Maghreb, c'est un élément stratégique au sein de l'AEFE, mais dans le monde entier aussi, et chez Elle Bouge également. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Laurent Arbeau et Madame Virginie Viguier à ma table. Laurent Arbeau, vous êtes proviseur au lycée Paul Valéry à Meknès au Maroc. Virginie Viguier, vous êtes proviseure adjointe au lycée Paul-Éluard, pas Paul-Éluard, pardon. Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, au lycée français La Marsa à Tunis. Laurent Arbeau, ça fait 9 ans que vous êtes proviseur à l'étranger dans les lycées français de l'étranger. Après 5 ans au Vanuatu, vous entamez votre 4e année au Maroc, à Meknès plus exactement. Vous êtes également le relais égalité de la zone Maroc pour l'AEFE. Votre établissement compte 1100 élèves de la maternelle à la terminale et vous êtes profondément convaincu de la nécessité d'agir et d'être volontariste d'un point de vue professionnel et personnel pour faire progresser l'égalité. Virginie Viguier, vous avez quitté les Midi-Pyrénées pour la Tunisie il y a 1 an, un peu plus d'1 an. 1 an et demi. 1 an et demi pour devenir proviseur adjoint du lycée français qui compte 2250 élèves de la maternelle au lycée également. Et vous êtes une des rares femmes de l'éducation nationale à avoir accepté une expatriation pour poursuivre votre carrière. Et donc, vous arrivez dans un lycée où l'un des grands chantiers sur l'égalité reste à construire.
Alors, je vais d'abord poser une question à Monsieur Arbeau sur cette question générale de la présence des femmes dans les filières scientifiques et techniques au Maghreb, puisqu'il s'agit bien de cela dans votre lycée. Comment vous expliquez cette forte présence dans les filières et carrières d'ingénieurs? Alors, bonjour à toutes et à tous. Ben, écoutez, je pense qu'il y a on va dire une valorisation importante des sciences. Quand on regarde la manière dont nos élèves choisissent l'orientation dans la filière secondaire, hein, on voit une prégnance très forte des spécialités, puisque maintenant il n'y a plus de bac scientifique, mais des spécialités scientifiques. Hein, là, je parle de mon établissement, c'est le point de vue que je peux avoir. On a presque 84% des élèves, par exemple, qui prennent les mathématiques, c'est 70% au niveau national français. On a 63% qui prennent la physique-chimie, c'est un peu moins de 48% au niveau national. Donc on a effectivement une appétence forte pour les sciences. Et alors pourquoi pour les sciences? Et après, quand on regarde un peu la répartition filles-garçons, hein, moi dans mon établissement, il n'y a pas de distinction forte. Il y a on va dire un tout petit peu plus de garçons, mais ça se joue à 2-3%, ça varie selon les années. Mais effectivement, les filles et les garçons vont vers les sciences. Alors je pense qu'il y a c'est ce que je perçois notamment dans les discussions qu'on peut avoir avec les élèves, avec les parents, une valorisation forte des études scientifiques comme voie d'émancipation. C'est-à-dire que les sciences comme outil justement de promotion sociale, de mobilité et peut-être un peu pour les filles aussi de la mobilité comme significative de liberté. C'est-à-dire, il faut imaginer que moi, si je prends mes élèves, une immense majorité vont poursuivre leurs études à l'étranger et majoritairement en France. Et que l'idée d'aller faire des études en France et des études justement qui offrent après un statut social, et notamment parce qu'ingénieur, c'est un métier qui est clairement valorisé au Maroc, c'est un élément qui me paraît effectivement important dans l'analyse. Alors, quand on regarde un peu les choses un petit peu plus finement, on voit que quand même, il y a des choses qui existent en France et qu'on retrouve quand même au Maroc. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, les élèves, c'est la première cohorte qu'on a qui passe de première en terminale. Ils abandonnent une spécialité, ils en ont 3, ils en ont plus que 2. Et bien, on voit que les filles vont abandonner un peu plus la physique et vont garder un peu plus la SVT. Donc, ce que disait tout à l'heure la présidente de l'association Elle Bouge, on va le retrouver, c'est-à-dire on va retrouver un peu plus de filles qui vont aller vers des études de biologie ou médicales après le bac, mais on va quand même avoir une proportion qui reste forte et à peu près 50%, enfin voilà, sur les dernières cohortes, 50% des filles vont faire des études scientifiques après dans le supérieur, après justement, comme les garçons, après un bac à dominance scientifique. D'accord, ok. Virginie Viguier, oui. De votre côté, Parcoursup s'est arrêté le 11 mars, va s'arrêter, pardon, le 11 mars en Tunisie. Et quelles sont les actions entreprises pour pousser les jeunes filles dans ces filières notamment? Voilà, justement, juste pour resituer un petit peu le lycée Gustave Flaubert, je n'ai pas les mêmes indicateurs de mon collègue. Alors, c'est vrai qu'à la Marsa particulièrement, on a 60% des élèves qui sont franco-tunisiens ou français et seulement 40% tunisiens. Donc, je vois par rapport à l'autre établissement en gestion directe, on n'a pas la même catégorie déjà de personnes. Et ça fait une différence. Oui, c'est vraiment différent. Et alors, il y a une forte prégnance scientifique également au lycée Gustave Flaubert. Cela étant, pour les filles, on est vraiment en deçà dans la mesure où, si je reprends l'enseignement de spécialité mathématiques ou sciences physiques, on a à peine un petit tiers de filles dans ces groupes-là. Pour le groupe maths expert, on n'a même pas un quart de filles qui composent ce groupe-là. Et à NSI, en numérique et sciences informatiques, c'est 10%. C'est vraiment très, très peu. Donc, effectivement, on s'est emparé de cette problématique, fort de ce constat qui est un petit peu ancien. De la même façon, j'y reviendrai après sur Parcoursup. Donc, on a mis en place un certain nombre d'actions. Bon, déjà, on a pris contact de suite avec l'association Elle Bouge. On attend les interventions, c'est en train d'être organisé. On s'est inscrite également auprès de l'association Filles et Mathématiques qui organise des conférences à l'intention des filles. On a ciblé les élèves de seconde. On a une quinzaine de jeunes filles qui sont inscrites. Et cette association porte un nom absolument fabuleux sur son projet, c'est bien ça?
Les filles et les mathématiques, une équation lumineuse, effectivement. Voilà. Donc, on a des filles qui sont positionnées, des professeurs femmes et des professeurs hommes. Je trouvais important aussi que les hommes soient présents, hein, bien sûr, dans cette thématique, et ils le sont. Donc, on a toute une série d'actions qui sont en train de se structurer. C'est le début, on amorce un certain nombre de projets. On organise aussi des interventions auprès des élèves du primaire, alors là, plutôt de façon générale, notamment la répartition géographique d'une cour de récréation, des projets comme ça qui voient le jour. Tout ceci va se coordonner, se structurer, puisqu'on est en train d'écrire notre projet d'établissement et l'égalité filles-garçons en fera partie. D'autant plus que pour refaire le lien avec Parcoursup, effectivement, donc on a un déséquilibre en termes d'occupation des groupes entre les filles et les garçons, et en termes d'orientation, puisque la plateforme a fini le jeudi, donc j'ai pu déjà extraire un certain nombre d'indicateurs. Les filles, parmi les filles qui suivent les spécialités physiques et maths, on en a seulement la moitié qui s'orientent vers des études scientifiques, alors que pour les garçons, c'est plus de 90% d'entre eux qui passent ce cap-là. Donc c'est vraiment significatif. Et en ce sens, voilà, je suis contente, je vous remercie de participer à ce webinaire, de pouvoir échanger avec les collègues et voir s'ils ont aussi des pistes de travail. Mais en tous les cas, voilà, c'est une dynamique qui se met en place ici. Ben, c'est un plaisir, Virginie. On est très heureux, très heureuse et heureux. Laurent Arbeau, vous m'aviez indiqué avoir fait un constat sur la place des femmes à Meknès et la manière dont vous travaillez au sein même de votre lycée pour permettre une sensibilisation auprès des filles et des garçons. Oui, il y a un phénomène qui n'est pas spécifique à Meknès, mais qui existe de manière un peu plus forte peut-être ici, qui est une ville un peu de province, hein, une forme d'invisibilité des femmes. Alors, nous les premiers, je veux dire, on a fait le constat que dans l'établissement notamment, il n'y avait pas de figure, on va dire, modèle pour les femmes. On a des bâtiments qui portent des noms, hein, Einstein, Picasso, voilà. Il y a même un, voilà, et ça date en fait d'une vingtaine d'années où ils avaient fait des fresques sur les bâtiments. Et sur une des fresques, il y a Marie Curie, mais le bâtiment s'appelle Picasso parce qu'il y a aussi Picasso dessus. Et sur une autre, il y a Marilyn Monroe, mais il ne s'appelle pas Marilyn Monroe, le bâtiment. Et donc, on a choisi de baptiser un bâtiment du nom de Fatima Mernissi, qui est une figure féministe, marocaine, sociologue, écrivaine, qui justement est une manière de donner de la visibilité. Et puis voilà, on a aussi des élèves qui sont demandeuses, en l'occurrence c'est les filles, hein, on ne l'a pas encore organisé, mais de traiter par exemple la question du harcèlement de rue. Parce que être une femme et se déplacer à Meknès, c'est pas toujours simple, hein, voilà, donc c'est des sujets sur lesquels on essaye de travailler pour justement, alors c'est tout un ensemble d'actions, mais qui permettent à notre sens de faire avancer les choses petit à petit. D'accord, merci beaucoup. Virginie Viguier, je reviens à vous. Laurent Arbeau m'avait parlé du club journal de son lycée avec un numéro sur l'égalité homme-femme, non, qui avait été créé par les collégiens, pardon, que vous m'avez envoyé. Et vous, Virginie, de votre côté, vous avez un projet social sur le genre en réécriture au sein de votre lycée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, nous avons un projet effectivement en réécriture. Alors, je suis désolée, on me voit très mal, mais non, mais je vous vois vous battre avec le soleil et bon, écoutez, ça nous enchante ici. Il n'y a pas de problème. Et je n'arrive pas à résoudre le problème et j'ai un ordinateur qui ne peut pas être... voilà. Pas de souci, ne vous inquiétez pas, on vous entend très bien. Toute une série de projets et notamment un projet radio. Je ne sais pas si c'est de ça dont vous vouliez parler. On a un projet radio effectivement avec les collégiens où les élèves organisent des captures comme ça de témoignages et travaillent sur les stéréotypes au fur et à mesure, un petit peu au fil de l'eau. Donc c'est projeté très très régulièrement sur le site du lycée. Et donc à partir de recueil d'un certain nombre de témoignages des élèves, mais aussi j'ai sollicité les parents d'élèves femmes, les personnels de l'Institut français de Tunisie qui ont joué le jeu. J'ai reçu des témoignages ce matin. On va créer comme ça un petit film pour mettre en avant une galerie de portraits de femmes et leurs réussites, leurs souhaits, leurs conseils pour les générations futures. Voilà, on est sur ce fil-là.
D'accord. Écoutez, je vous remercie. Je dois clore notre échange qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est une réelle frustration, mais j'y suis obligée. Je voulais juste, en tout cas, revenir sur une chose que vous m'aviez dit, Monsieur Arbeau, c'est que vous avez, malgré tout, chez vous, un manque de filières technologiques, BTS, DUT, IUT, ce qui explique en partie la raison pour laquelle les filières en technique et notamment pour les filières, les carrières techniciennes, ce manque s'explique au Maroc notamment. On a effectivement, voilà, nos élèves vont poursuivre effectivement, je disais beaucoup en France. On a un gros réseau tout à l'heure. Madame Dutertre le soulignait, on a effectivement plus de 45 000 élèves ici au Maroc dans le réseau français. Et on a par exemple dans le supérieur une classe préparatoire qui est au lycée Descartes à Rabat, mais on n'a pas d'offre effectivement, notamment sur ce sujet-là, et c'est une question voilà, qu'on se pose clairement. D'accord, ok. Eh bien, je vous remercie. J'espère que lorsqu'on refera un webinaire ensemble, les chiffres auront encore évolué et dans le bon sens et avec toujours plus d'action. Merci à vous. Et je donne la parole à présent à Danielle Paillet. Danielle, vous êtes la directrice Maghreb de l'AEFE. De l'AUF, excusez-moi. Pardon, je reprends mes notes. Daniel, alors vous pouvez allumer votre caméra. Voilà. Bonjour, rebonjour. Daniel, si je devais résumer rapidement notre échange, les mots que je retiendrai, ce sont jeunesse, développement des compétences, développement personnel et employabilité. Au sein de l'AUF, c'est un mot qui est très important. Je l'ai entendu de votre part, de la part d'Olfa, ça revient systématiquement. Daniel, qui êtes-vous au sein de l'AUF Maghreb et quelles sont vos actions et vos moteurs ? Merci beaucoup, Amel, pour cet espace de partage. Qui permet effectivement de faire coïncider les valeurs que vous portez et celles que nous agissons au sein de l'AUF et en particulier l'AUF Maghreb. Donc notre responsabilité, elle est effectivement d'agir au service de l'employabilité de la jeunesse féminine et masculine et avec beaucoup d'engagement sur le soutien à l'entrepreneuriat notamment et à l'entrepreneuriat féminin. Alors, le diagnostic a été posé effectivement qui re-questionne nos propres représentations, le fort engagement des femmes dans les fonctions scientifiques, mais aussi avec cet écart entre le taux d'études dans ce domaine-là et aussi la réalité en termes d'insertion professionnelle qui là pointe bien la nécessité de continuer à agir pour permettre cette intégration dans le monde professionnel. Peut-être une suggestion, une interprétation sous forme d'hypothèse, pourquoi autant de femmes s'engagent sur ces questions sur les fonctions scientifiques, peut-être dans une quête de légitimité, de métiers dits sérieux où il y aurait de forts développements et aussi une reconnaissance sociale importante. Et donc nous, en tant qu'Agence Univers de la Francophonie, nous nous engageons pour vraiment créer des situations, des actions, aussi bien au niveau de la recherche appliquée que de la formation, des protocoles d'accompagnement sur ces questions d'entrepreneuriat notamment et de développement de talents. Alors j'ai peut-être envie de continuer ce témoignage pour mobiliser un concept qui m'est cher, qui est celui de la co-responsabilité, parce que j'ai toujours un petit espace de vigilance quant à cette approche genrée des situations qui, les chiffres le rappellent, est nécessaire cette approche, mais cependant j'aime l'appréhender sous le prisme du développement de soi, sous le prisme de la co-responsabilité, et j'aimerais proposer, j'y ai pensé en réfléchissant, Amel, à la suite de nos échanges dans la préparation,
j'avais envie de mobiliser un concept que j'aime beaucoup, qui est celui du locus. En psychologie appliquée, on parle du locus of control interne et externe. Et j'aimerais juste proposer une dynamique justement pour les femmes et les hommes, parce que je crois beaucoup à la complémentarité des places, que chacun occupe sa place par rapport à ce qu'il est, ses nécessités, ses besoins. Et c'est comme ça que beaucoup de conflits se réduisent, si on est en lien avec ses besoins et si on occupe une juste place. Et donc, si je reviens à ce concept en psychologie appliquée de locus of control, je crois que nos dynamiques en termes de formation, dynamiques professionnelles, peuvent s'inscrire sur cette dynamique où souvent, des études et des recherches le montrent, on part d'un locus externe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de moi, quelles sont les injonctions au sein de ma famille, quelles sont les représentations sociales en présence qui vont faire que je vais être une femme intégrée. Et donc, souvent, les parcours professionnels, les parcours d'études, de formation d'abord, puis de choix professionnels, s'inscrivent sur cette logique d'une forme de dépendance par rapport au regard externe. Et je crois que le plus on se rapproche de cette notion de locus interne, mais finalement, qu'est-ce que moi je veux, de quoi j'ai besoin, moi en tant que femme, femme en interaction avec les hommes, mais femme en interaction avec des milieux professionnels exigeants qui ne me donnent pas forcément spontanément ma place, mais où j'ai aussi une responsabilité pour la prendre. Et comme ça a été dit en introduction par la présidente de votre association, c'est aussi ne pas reproduire des stéréotypes en présence. Donc, j'ai envie de proposer cette mise en tension entre un locus externe pour aller vers un locus interne où on apprendrait à mieux se respecter et à poser des limites, donc de fait par rapport à des situations professionnelles contraintes. Voilà le message que depuis l'AEF je souhaitais poser pour que on prenne soin de soi chacun, et je pense que c'est une réponse positive, constructive dans des environnements de formation et professionnels exigeants. C'est un très beau message, c'est un message à tous les managers également. C'est ce dont nous avions parlé lorsqu'on parlait de relier les compétences, revenir à la confiance, relier la confiance également. Donc, c'est tout le message que vous venez de nous témoigner. Merci beaucoup, Danielle. Merci, Amel. Merci à vous. Écoutez, donc sur ces magnifiques paroles, je vais donc clore la partie que j'appelais académique, et je lance donc la table ronde professionnelle avec 2 témoignages sur une grande thématique: comment favoriser l'égalité professionnelle femmes-hommes dans les entreprises au métier. Et je vais accueillir Fatima Zahra Mountige. Fatima Zahra, vous êtes dans les RH depuis 20 ans. Vous avez travaillé dans tous les secteurs, technologie, IT, Maroc Télécom, Dell, Axal, Novartis, l'industrie du tabac. Vous avez même été freelance avant de rejoindre Colas. Je me demande ce qu'il manque à votre incroyable carrière. Mais bon, donc vous avez pu, en tout cas au cours de ces 20 ans, être témoin de toute l'évolution, des évolutions de l'égalité, mais également des inégalités restantes ou même qui se sont creusées. Et en arrivant chez Colas, vous avez découvert un système mis en place, notamment pour retenir vos collaboratrices lorsqu'elles attendent un enfant. Et je vous pose une deuxième question dans la foulée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre politique interne en matière d'égalité? Bien, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire à l'occasion du 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme. Votre présentation, Amel, ne me rajeunit pas du tout. Hein. Ah, excusez-moi, mais non, mais écoutez, lorsque je vous ai eu, je n'aurais jamais imaginé que vous aviez 20 ans de carrière. Ça m'a impressionnée. C'est vraiment. Je vais commencer par la deuxième question. D'accord. À savoir comment est-ce qu'aujourd'hui, au sein de Colas,
on fait pour retenir les collaboratrices et pour garantir surtout l'égalité homme-femme. Il n'y a pas de secret, c'est mettre la compétence au cœur de notre raisonnement et mettre la compétence au cœur de nos process et pratiques RH. Je m'explique, nous avons deux principaux process RH qui sont le management de la performance lié à la revue de rémunération en fin d'année. Nous avons un second process RH qui est la gestion des talents au travers de comités carrières qui se font aussi annuellement. Et il n'y a pas de secret, pour garantir l'égalité homme-femme, on va juste oublier de raisonner homme-femme et on va raisonner compétences. Au travers d'un système clair, transparent, cartésien, qui va rétribuer la performance du collaborateur, abstraction faite de son sexe. Donc c'est comme ça que l'on réussit aujourd'hui à garantir l'équité au sein de notre organisation, en sachant qu'au Maroc, nous sommes 1250 collaborateurs. En Afrique, au niveau de la zone Macao, nous sommes plus de 3100 collaborateurs, mais que le ratio femmes dans notre organisation reste tout de même très, très faible. Oui. Nous avons un ratio de 7% de femmes dans notre organisation, encore moins au niveau des métiers de l'exploitation. Nous avons pour ambition cette année d'attirer plus de femmes, principalement dans les métiers de conduite d'engin. D'accord. C'est un très gros challenge pour nous. Oui. Je ne vous cache pas que lorsque le groupe a affiché cette ambition, on ne savait pas comment nous y prendre. Nous avons fait des recherches au niveau du Maroc et nous sommes tombés sur une école qui s'appelle l'école Mohamed VI de formation au métier des BTP. C'est une école qui est basée à Setat, à 50 km de Casa, et qui est spécialisée justement dans les métiers des TP avec des filières dans la conduite d'engin, des filières dans la maintenance d'engins aussi. Je leur ai rendu visite une première fois en début d'année. Ils étaient en pleine inscription et ils m'ont avoué qu'ils ont très très peu de filles, de jeunes filles qui s'intéressent à ces filières, mais que cette année, ils en ont de plus en plus. Donc, nous avons échangé avec eux, nous avons fait une deuxième intervention chez eux sous le thème justement de la diversité. Je me suis fait accompagner de collaboratrices de l'exploitation de fonctions support pour aller à la rencontre de ces jeunes filles qui ont osé s'orienter vers ces filières et leur donner confiance en elles et juste leur expliquer qu'elles ont une place dans la société demain. Donc, nous sommes en cours de signature d'un partenariat avec eux pour offrir systématiquement des stages à ces jeunes filles et voir comment est-ce qu'on peut les accompagner justement pour qu'elles intègrent le monde professionnel. Formidable. Alors, votre deuxième question par rapport à la rétention des collaboratrices, oui. Un constat au niveau du Maroc, c'est que la période de congé de maternité est une période qui peut être très, très décisive chez la jeune maman. À savoir que cette période dure 14 semaines au Maroc. Oui, au niveau de notre code du travail, la règle est que l'entreprise suspend la rémunération de la collaboratrice durant cette période et que la collaboratrice a droit à des indemnités journalières. Ces indemnités, lorsque la collaboratrice a un niveau de rémunération qui est élevé, sont très dérisoires. Elles ne dépassent pas les 6 000 dirhams, c'est l'équivalent de 550 € par mois. Et donc, du coup, des collaboratrices qui se retrouvent en période de maternité et qui prennent goût à ce nouveau rythme de s'occuper des enfants, de la maison, avec un niveau de rémunération, enfin, avec des indemnités qui sont très basses comparées à ce qu'elles ont l'habitude de percevoir, risquent justement de s'organiser différemment pour mener une réflexion et au final dire eh ben, je gagne moins, mais j'ai une meilleure qualité de vie, entre guillemets, je m'occupe de ma maison, j'ai mon temps pour moi, pour mes enfants, etc. À côté de cela, il peut y avoir le poids de la famille, de l'époux,
va influencer un petit peu la décision de la collaboratrice à renoncer à sa carrière et à décider de rester à la maison. Donc, chez nous, chez Colas, et c'est une pratique qui se fait de plus en plus dans les grandes structures au Maroc, nous prenons le parti de décider de maintenir la rémunération de la collaboratrice durant cette période. Donc, c'est une manière de l'accompagner dans cette période. C'est une manière aussi de lui garantir le même niveau de vie qu'elle avait quand elle travaillait. Et puis de lui dire aussi, de lui passer un message comme quoi l'organisation tient encore à elle. Oui, Et qu'elle est attendue. Elle est attendue, elle a toujours sa place dans l'organisation. Ouais. Comme je vous ai dit, c'est une pratique qui se fait de plus en plus dans les grandes structures, justement, pour retenir les collaboratrices. Formidable. C'est exemplaire, en fait. C'est exemplaire, effectivement. Le poids, 14 semaines, c'est pas beaucoup après une naissance, et pourtant, c'est assez pour remettre en cause toute sa vie, toute sa carrière, toutes ces années éventuellement de sacrifices académiques, de sacrifices familiaux. Notamment, lorsque vous m'aviez parlé de l'école à 7 têtes, l'école Mohamed VI, vous m'aviez indiqué que ce qui permettait aussi d'attirer des talents, et notamment des talents féminins, c'est qu'il y a un internat, et ça permet en fait de pouvoir loger les jeunes filles qui habitent très loin, et c'est un des plus grands internats du Maroc. C'est ça, qui accueille plus de 1000 élèves en son sein. Exactement. C'est-à-dire que autant dans ces filières, beaucoup de filles ne vont pas s'orienter naturellement vers ces filières parce qu'elles ne les connaissent pas et qu'elles n'ont pas été orientées vers ces métiers. Autant le fait d'avoir ces commodités autour, de faire que c'est ce qui va faire pencher le choix vers ces filières-là. Exactement. Donc, c'est un niveau post-bac, hein, c'est un cursus de 2 ans et vous, dans votre partenariat, vous proposez un stage de 3 mois au sein de Colas. D'accord. Autre question, concernant directement chez Colas, en plus de cette garantie de salaire lorsque les femmes entrent en maternité, vous avez tout un process pour garantir l'égalité avec une revue très transparente. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Tous les ans, vers le mois de novembre-décembre, nous faisons ce qu'on appelle la revue de performance, et au niveau de laquelle chaque manager se doit d'évaluer la performance de chacun de ses collaborateurs, hommes, femmes, et se doit de donner une appréciation à cette performance. Et c'est cette appréciation qui représente une note. Pour l'anniversaire, on a ce qu'il vous faut. À vous, les morts. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros? Ok. Et c'est justement cette appréciation qui va être utilisée justement pour décider du taux d'augmentation et du montant du bonus qui va être versé en fin d'année. D'accord, merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à toutes ces jeunes filles qui ne savent pas ou qui ont envie de découvrir des nouvelles filières, de continuer leurs études, malgré peut-être soit un poids familial, soit des stéréotypes ou une peur ancrée? Alors, le conseil, c'est d'être audacieuse et d'oser, hein. Aujourd'hui, on a des structures qui sont de mieux en mieux équipées en termes de ressources, hein, que ce soit ressources matérielles ou ressources humaines. Nous avons dans les structures des encadrants, des orientateurs. Donc, oser aller vers les gens, poser des questions. Et c'est notre objectif, nous, quand on s'est rapproché de ces jeunes filles dans les écoles, c'était justement pour créer un point de contact avec elles, même si elles viennent à peine de démarrer dans leur cursus. C'est de leur dire, voici nos coordonnées, si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-nous. Nous sommes là pour vous orienter, vous donner des conseils et vous guider. Super, donc un vrai soutien interne, une vraie superbe politique envers les jeunes filles du Maroc. Merci beaucoup Fatima Zahra, merci. Et la parole est à Lamia Adrat. Lamia, si vous voulez bien allumer votre caméra. Alors, j'en profite pour vous présenter.
Donc, Lamia, vous êtes responsable du campus de formation et compétences d'Amendis, qui est une filiale de Veolia, donc à Tétouan au Maroc. Votre campus se divise en 2 départements. Le premier pour la formation continue durant la carrière de vos collaborateurs et collaboratrices. Et le second, celui sur lequel nous allons nous attarder, qui est un programme de formation en alternance. J'en dis pas plus et je vous laisse nous expliquer en quoi ce modèle post-bac est une réussite, et notamment pour répondre à notre question: comment attirer les femmes dans les filières de techniciennes, et vos objectifs avec le ministère de l'Intérieur marocain. Merci Aman, merci pour l'invitation et aussi merci pour tous ces témoignages constructifs. Alors, comme vous avez dit, Amendis, c'est une filiale de Veolia au Maroc et elle est basée sur la région du Nord. Alors, je vais vous faire un petit résumé sur le CFC, surtout pour la partie formation en alternance. Alors, en 2018, Amendis, dans le cadre de sa politique de développement ressources humaines, et aussi afin de préparer la relève dans nos métiers de base, à savoir l'eau, l'assainissement et l'électricité, Amendis a démarré un projet de formation par alternance au profit des jeunes bacheliers scientifiques. Alors, et ce, avec le concours de l'Académie de Paris, le réseau des campus Veolia et le ministère de l'Intérieur. Alors, c'est un projet professionnel intégral, une formation qualifiante et une expérience concrète en entreprise. À la fin, un lauréat obtient un diplôme de technicien spécialisé sur un des métiers, eau, assainissement ou électricité. Alors, l'intégration de la formation se fait sur plusieurs phases. Alors, une présélection des dossiers et un concours écrit et par la suite un entretien. Alors, pour la première promotion, on a eu le pourcentage des jeunes filles qui ont réussi toutes ces étapes et ont intégré la formation est de 66%. Alors, la première promotion a démarré en novembre 2019 et la deuxième promotion, le pourcentage était de 70%. Et la deuxième promotion, elle a démarré en octobre 2020. Alors, la formation, elle se fait sur 2 années. La première année, c'est un tronc commun et la spécialité commence à partir de la 2e année. Alors, c'est une formation alternée, 50% au CFC et 50% en entreprise. D'ailleurs, entre parenthèses, le CFC, en 2019, il a été accrédité par l'Académie de Paris, en plus de l'accréditation des 3 référentiels métiers, électricité, et aussi nos formateurs. Et on a un panel de formateurs internes de 32 formateurs, tous métiers confondus. Alors, pour rejoindre tout ce qui a été dit dans ce webinaire, alors en général, lorsqu'on parle de métiers techniques, on a tendance à penser au masculin, mais pourtant, les métiers, cela n'a jamais concerné. Les internés n'ont pas hésité à se lancer dans des métiers dits masculins. Ils ont réussi haut la main le pari. Sincèrement, aujourd'hui, on constate aucune différence entre nos alternants en filles ou garçons, que ce soit en cours ou en entreprise, vu que la première promotion, elle a déjà commencé à passer 50% du temps de formation en exploitation, que ce soit à Tanger ou à Tétouan. Et le retour des exploitants, il est très, très positif, que ce soit pour les filles et les garçons, ils se sentent très, très bien intégrés. Alors, en résumé, moi, je dirais que Amendis ne cherche pas forcément des profils garçons pour ces métiers. La question ne s'est même pas posée le temps de recrutement des jeunes. Il était plus question de meilleures compétences. Et d'ailleurs, Amendis a, entre parenthèses, Amendis a toujours valorisé ces métiers auprès des jeunes écoliers, lycéens, universitaires. Alors, à travers des journées de découverte de nos métiers, et d'ailleurs, on a travaillé avec Edbouge, je crois, depuis 2018. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Merci à vous. Donc, c'est vraiment la préparation de la relève des métiers que vous faites. C'est vraiment donc 2 à 3 ans de formation. Enfin, non, pardon. C'est juste
formation. C'est 2 ans de formation. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment concernant les offres d'emploi et pourquoi vous êtes une vraie solution à l'emploi, notamment dans le nord du Maroc? Déjà, je ne vais pas parler pour Tanger, mais surtout pour Tétouan. Alors, à Tétouan, on est la plus grande entreprise qui est basée sur Tétouan. Et d'ailleurs, je crois que sur la région, on reçoit le plus grand nombre de demandes d'emploi. Et en général, Amendis ou Veolia en général, ça veut dire que c'est une grande boîte et on reçoit, c'est le... pardon, j'ai un petit souci. Vous m'écoutez? On vous entend, parfois ça coupe, mais on arrive vraiment à vous comprendre. Pas de souci. Ah, vous n'avez plus de réseau. Bon, eh bien, ce sont les aléas du direct. Lamia, je vous reprendrai tout de suite après s'il le faut. Mais en tout cas, on avait donc bien compris, bien saisi l'envergure de ce centre de formation interne à Amendis qui propose donc une vraie solution auprès des bacheliers en 2 ans. Donc avec une première année de découverte des métiers avec un tronc commun et une deuxième année en alternance au sein d'Amendis, notamment. Alors, à présent, on va passer à d'autres témoignages. Et donc, on repasse donc, à un niveau étudiante. Et j'ai le plaisir d'accueillir Dounia Benmerar. Dounia, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour Dounia, comment allez-vous? Très bien, merci de vous. Très Ravie bien, de merci. faire partie et de pouvoir contribuer. C'est super. Pour apporter mon témoignage. Alors Dounia, vous êtes étudiante en 4e année informatique, réseau et télécom au CESI. Dounia, quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit, à la fin, vous m'avez dit, il faut être sa propre priorité. En effet. Dounia, vous savez vraiment ce que vous voulez faire depuis le lycée et j'aimerais que vous nous racontiez rapidement vos envies, vos freins et pourquoi vous êtes au CESI aujourd'hui. D'accord. Alors, bon, je me représente, donc je m'appelle Benmerar Dounia et je suis étudiant 4e année informatique, option génie des réseaux au sein du CESI EXIA Algérie, école supérieure d'informatique. Alors, afin de témoigner de mon parcours au titre manager des systèmes d'information équivalent au diplôme d'ingénieur, il faudrait que je commence par la période du lycée. Je n'aimais pas trop les sciences naturelles et j'adorais les maths, donc le choix de la filière était donc vite fait, c'est-à-dire mathématiques et élémentaires, sans tenir compte des avis des autres sur cette décision. Dans le sens, on me disait, oui, c'est difficile, c'est trop difficile, les coefficients des mathématiques et de la physique sont plutôt critiques, mais bon, ça ne m'a pas empêché de décrocher un 19,5 dans cette matière au baccalauréat et d'être toujours première de la classe. Entre-temps, donc toujours dans la période du lycée, je réfléchissais déjà à ce que je voulais faire entre-temps comme études supérieures. Donc, je planifiais, on va dire, entre autres, mon parcours professionnel. Et j'avoue que le domaine des finances m'a toujours attirée comme un aimant. Mais la priorité de l'école des banques, celle qui formait justement les cadres financiers, était la filière gestion et comptabilité. J'ai donc changé d'avis et j'ai procédé par élimination afin de choisir la branche que je voulais suivre à l'université. Je me suis donc tournée vers l'ESI, l'école supérieure d'informatique. C'est une école prestigieuse algérienne qui exige les moyens les plus élevés afin de l'intégrer. Et malheureusement, je l'avais raté à 0,21 près. On m'a donc affectée à la même école, mais à plus de 400 km de chez moi. Et ce n'était pas dans mes plans. Voilà, et je n'aime pas qu'on entrave mes plans. Donc, et on ne voulait pas me transférer vers une faculté sur Alger, pas une école supérieure. Je voulais juste une faculté pour juste faire maths informatique. Voilà.
Mais bon, ce n'était pas possible. Donc, à ce moment, déjà, je connaissais l'Exia, le CESI Exia, bien avant cet incident. Et j'ai décidé que si je voulais rester à Alger, dans la capitale, et que je ne voulais pas perdre une année, juste comme ça, une année sabbatique, alors il fallait que je m'oriente vers le CESI. Il faut savoir que leur méthode est basée sur le PBL, le Problem Based Learning, ou bien apprentissage par problème. On apprend en se heurtant, clairement, et ils visent à faire de nous des personnes opérationnelles sur le terrain, directement grâce aux stages annuels qu'on réalise et aux projets calqués du travail en entreprise. Donc, je dirais que la première année n'était pas des moindres. Le changement de pédagogie était brusque. Il a fallu développer mon adaptabilité. Mais une fois que j'ai passé le cap d'une année, tout s'est bien passé. La confiance en soi a repris du poil de la bête. Et je peux dire maintenant en ce moment que je suis satisfaite de mon avancée actuelle. Bravo, bravo Dounia, je suis ravie de vous entendre. Alors, vous avez découvert une classe avec une proportion filles-garçons complètement inégale. Est-ce que vous pouvez nous réindiquer cette proportion et comment vous travaillez dans cet univers, comment vous étudiez dans cet univers? Eh bien, j'avoue, on est, je pense, 20 garçons pour 5 filles. Voilà. Comment on travaille? Eh bien, je vous avoue qu'on a eu droit à un peu de discrimination dans le sens ah, t'es une fille, mais ça va, tu gères l'informatique. C'est bizarre pour eux. Mais une fois, comment dire, que tu montres tes compétences et que voilà, tu montres que tu fais bien ton boulot et que tu gères bien toutes tes tâches et que tu arrives à faire de la gestion de projet. Il y a plein de compétences transverses qui rentrent en jeu. Et ben, enfin, on n'a plus droit à ce genre de critique, enfin, si je peux dire ça comme critique, mais bon, ça fait plaisir, à ce moment, c'est flatteur. C'est ça. Ben oui, c'est ça. De toute façon, c'est les compétences qui parlent pour toi. Ça vous renforce et ça ne fait que renforcer votre envie de réussir. En effet, c'est des challenges à relever. D'ailleurs, en parlant de réussite, ce que vous n'indiquez pas dans votre présentation par humilité, je pense, c'est que vous avez été en 2e et 3e année major de votre promo. J'ai aucun doute que vous serez major de promo également en 4e année. J'espère, merci. Ce que j'aimerais que vous nous réindiquiez, c'est pourquoi, d'après vous, cet apprentissage PBL, donc Problem Based Learning, est pour vous le meilleur apprentissage, alors que c'est l'apprentissage qui vous a donné le plus de fil à retordre quand vous êtes arrivé. Oui, donc, disons que je vois, bon, bien sûr, c'est mon témoignage, donc c'est mon propre avis, c'est subjectif, mais j'ai tendance à croire que la faculté et les écoles supérieures ont trop tendance à trop patauger dans le théorique sans pour autant être dans le pratique. Et la plupart du temps, c'est justement pour que que l'étudiant ou l'étudiante en faculté ou en école supérieure termine sa voie dans la recherche académique. Et ce n'est pas une voie qui m'intéresse à proprement dit. Et je préfère être opérationnelle, être dans le monde de l'entreprise, grimper d'échelon en échelon, de voir mes objectifs se réaliser. C'est comme ça que je me vois. C'est dans le monde de l'entreprise opérationnelle. Full. Voilà. C'est formidable, bon, c'est hyper inspirant. On pourrait vous écouter longtemps. Ça fait plaisir, ouais. Voilà, c'est comme lors de notre préparation, c'est très frustrant, mais en tout cas, voilà, vous êtes une femme qui, ce que vous m'aviez indiqué, c'est qu'il faut être consciente de ce que l'on souhaite et vous êtes parfaitement consciente des défis de la femme algérienne en Algérie aujourd'hui. Ils sont d'autres défis qu'on peut connaître par rapport à d'autres pays et vous, grâce à toutes vos expériences et notamment vos stages, vous arrivez à avoir un panel différenciant. Une vision globale, oui, en effet, oui. Je me fais mes propres idées et je réajuste mon parcours ou bien ma vision des choses quand il le faut, voilà. C'est parfait. D'accord. Alors, Dounia, surtout, restez en ligne. Je vous remercie beaucoup et je vais passer la parole à présent je vous retrouve pour les questions-réponses à la fin. Et pas de problème.
Je vais passer la parole à Asma El Asri. On retourne au Maroc, on retourne à Casablanca. Asma, bonjour, rebonjour. Alors, Asma, donc vous avez un parcours qui a été semé, moi je ne vais pas dire d'embûches, mais en tout cas qui n'a pas été facile de la France au Maroc. C'est un parcours que vous n'aviez pas imaginé, un parcours que vous n'avez pas imaginé qui vous ramènerait au Maroc. Et c'est pourtant en sortant de votre zone de confort que votre carrière va prendre un nouvel élan. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer votre double cursus académique, nous rappeler la société et la profession que vous exercez également aujourd'hui? Alors, bonjour à tous, merci beaucoup Amel. Je suis diplômée de l'ESIGELECT, promotion 2011. J'ai quitté le Maroc à 18 ans, donc après le baccalauréat, direction la France, où j'ai effectué en fait 2 ans de classe préparatoire scientifique, et ensuite j'ai intégré l'ESIGELECT. Donc après être diplômée, j'ai complété en fait ma formation d'ingénieur par une formation commerciale business en école de commerce à l'ESSEC à Paris, en partenariat avec l'école d'ingénieurs donc Télécom Paris Tech. Ce qui a permis de me donner en fait cette on va dire double compétence technico-commerciale. Et par la suite, j'ai intégré le cabinet d'audit, donc plutôt orienté IT, donc audit IT chez KPMG à Paris, ou jusqu'à grade manager d'audit. Et après, pour des raisons, on va dire, plutôt personnelles et aussi dans l'objectif de redécouvrir mon pays, on va dire, donc j'ai décidé de rentrer au Maroc et de continuer, on va dire, ma carrière professionnelle au Maroc. Dans un premier temps, dans une banque marocaine, donc Tijari Wafa Bank, pendant 2 ans, toujours dans l'audit interne cette fois, plutôt que l'audit externe, et toujours dans l'audit IT. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité, en fait, il y a une opportunité qui s'est présentée pour participer à la création, en fait, du département d'audit interne IT au sein d'une entreprise plutôt, en fait, cette fois, pas maroco-marocaine, mais plutôt, on va dire, vraiment très panafricaine et plus internationale, anglophone. Donc, c'était un beau challenge à relever. Donc, j'ai décidé de repartir dans cette entreprise. Donc, aujourd'hui, je suis manager en charge de l'audit interne IT au sein de Sanlam Panafrica. Donc là, on est en train de créer l'audit interne IT au sein de cette entreprise, plutôt dans le secteur d'assurance, avec une localisation au niveau de plus de 30 pays en Afrique. Donc vraiment que ce soit pays Afrique anglophone ou francophone, vraiment très très large. Donc c'est un beau challenge parce qu'on part de rien du tout pour créer quelque chose en fait qui n'existait pas auparavant en fait chez Sanlam. Donc voilà, tout ça avec un challenge, pouvoir en fait gérer la vie personnelle et professionnelle. Donc je suis maman de 2 enfants, une petite fille de 3 ans et demi et un petit garçon de même pas 1 mois. Donc là, je suis en congé maternité actuellement. Donc voilà. Le challenge aussi, c'est que la nature de mon métier veut que je suis très souvent en déplacement. Donc, que ce soit depuis que j'étais chez KPMG, donc c'était vraiment des déplacements partout dans le monde, ou également à Tijari Wafa Bank, ou aujourd'hui également. Là, il y a le coronavirus, donc c'est un contexte particulier qui fait qu'il n'y a pas de déplacement, mais c'est la nature même de mon métier, c'est de déplacer vraiment partout. Donc, c'est un beau challenge. Oui, ce que vous m'aviez indiqué, c'est que vous aviez jusqu'à 60% de déplacement sur votre temps de travail. Donc, ok, donc on peut dire que la pandémie est plutôt favorable pour pouvoir vous installer avec votre nouveau bébé. Toutes mes félicitations d'ailleurs. Merci beaucoup. Asma, je voulais vous indiquer ici, chez Elle Bouge, notre présidente Marie-Sophie Pavlak
nous dit souvent, quand on est ingénieur, on peut tout faire. Et je trouve que vous en êtes la preuve complète. C'est que ce que vous n'avez pas indiqué, c'est que vous avez suivi une filière mécatronique et génie électrique. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré à faire de la mécatronique et génie électrique pour arriver aujourd'hui au monde? Qu'est-ce qui vous a servi? Aujourd'hui, vous êtes dans les assurances et comment est-ce qu'on passe même juste psychologiquement, intellectuellement de la mécatronique génie électrique à l'assurance et pourquoi ces études d'ingénieur sont si favorables à même devenir entrepreneur puisque vous créez un nouveau département? En fait, je pense que c'est la force aussi on va dire, de la formation d'ingénieur. Donc, initialement, en fait, les CIGELEC, c'est une école généraliste, donc avec des spécialités. Effectivement, moi, j'étais plus attirée vers les spécialités plutôt techniques, donc mécatronique, génie électrique. Donc, c'est des choses, en fait, enfin, dire des spécialités qui m'attiraient initialement. Sachant que j'ai gardé en tête que la finalité, enfin, le diplôme que je vais avoir, c'est un diplôme ingénieur généraliste. Et le fait d'être ingénieur, même si, en fait, on est orienté vers une spécialité bien spécifique, on n'est pas fermé. Et on va dire, on ne fera pas que ça plus tard. C'est la mentalité même scientifique qui fait que, bon, on va dire, on nous apprend une certaine manière de réfléchir, de voir les choses, mais on reste quand même assez, on va dire, ouvert vers d'autres, éventuellement, métiers. Donc, effectivement, c'était ma spécialité initialement, mais j'ai complété avec des stages plutôt orientés vers le télécom. C'était des stages plutôt chez SFR, ou également, en fait, quand j'ai ensuite décidé de compléter, on va dire, mon cursus avec une formation commerciale, je suis même allée découvrir, on va dire, le secteur bancaire, pour vraiment diversifier, on va dire, les opportunités qui pourraient s'ouvrir à moi par la suite. Donc oui, c'est très technique quand on entend surtout la terminologie génie électrique, mécatronique et génie électrique, mais ça reste quand même un diplôme d'ingénieur qui fait qu'en fait, on a des opportunités beaucoup plus, on va dire, diversifiées que si en fait on était pur produit école de commerce. D'accord, ok. Pas de souci. D'accord. Écoutez, c'est ce que vous m'aviez indiqué. On sent bien que vous, comme pour Dounia juste avant, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment l'obtenir, malgré des contextes personnels ou sociaux ou de déplacement qui vous arrêtent pas et qui vous freinent pas dans votre carrière. Donc, écoutez, un grand merci pour votre témoignage. Je vois là tous les témoignages et toutes les dans le chat qui vous félicitent. Vous avez inspiré beaucoup de monde. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une excellente continuation et je sais qu'on va se retrouver très très bientôt. Et j'en profite juste pour remercier Nora Laredge de l'ESIGELEC qui est notre marraine ici en Normandie, en France, et qui nous a mis en relation avec toutes ces belles personnes. Nora, mille merci. C'est nous qui vous remercions. Vraiment, on est très 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 contents, très très reconnaissante. Et je passe au dernier témoignage de cet après-midi. On a pris un peu de retard, mais je pense que tout le monde est heureux d'entendre tous les témoignages. Je suis ravie d'accueillir Yousra Boumian. Yousra, si vous pouvez allumer votre caméra. Yousra, vous êtes lauréate du prix de l'élève ingénieur Maghreb au concours ingénieuse de 2020. Bon, Yousra, je vais vous laisser la parole rapidement. Je vais pas du tout m'étaler, mais vous représentez vraiment vous aussi, vous représentez la jeunesse qui sait ce qu'elle veut et qui sait pourquoi elle veut ça. Et est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et vos moteurs? Et il y a également une anecdote avec Amendis qui devrait toucher Lamia Adrat. J'espère qu'elle a pu nous rejoindre. J'ai vu qu'elle avait envoyé un message, mais je ne sais pas si elle est encore là. Mais à vous, Yousra. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Amel. Avant de commencer, je voulais bien remercier Madame Nora Laredge pour l'invitation.
et je remercie les chers invités pour le partage de ces riches témoignages. Bon, je suis Yusra Boumienne, ingénieure mécatronique, diplômée de l'École nationale des sciences appliquées de Tétouan au Maroc, aux disciplines mécatroniques aussi. Alors, j'ai eu mon baccalauréat en option sciences physiques et je l'ai eu avec une très bonne note qui m'a permis d'accéder que ce soit aux études médicaux ou bien à l'ingénierie. Après une pause, qu'on peut dire une pause d'introspection, je me dis que voilà, ce qui m'intéresse dans la médecine, c'était les équipements médicaux. Ce qui m'a permis vraiment de rechanger ou bien de préciser où je vais vraiment bien avoir une claire vision, que je vais poursuivre mes études dans l'ingénierie. Et pendant les 2 années préparatoires au sein de l'école, je me suis vraiment j'ai visé sur la mécatronique, même si j'avais dans mon entourage plusieurs voix qui me disent que voilà, il faut éviter cette filière puisqu'elle est tellement chargée pendant les 3 ans de la spécialité. Et comme Madame Daniel avait un jour dit, on a un slogan, c'était vraiment il faut suivre le concept, bien l'histoire du grenouille sourde. Il faut toujours vraiment fixer ses objectifs et ne pas être impacté par l'avis des autres. Il faut vraiment apprendre des autres, mais ne pas être vraiment impacté sur nos choix. Après, quand j'ai commencé mes études au sein de la spécialité, j'avais passé plusieurs stages dans les différents domaines et parmi ces domaines, bien ces entreprises, c'était à Amundi, des stages dans des multinationales de l'automobile et dans aussi d'autres secteurs de grandes industries lourdes au Maroc tels que l'OCP et d'autres organismes. Donc, ces stages m'ont permis vraiment de savoir choisir où je vais m'orienter. Et après, dans la dernière année, je me suis vraiment bien choisi. Actuellement, je suis tellement satisfaite par le choix de terminer ma carrière ou bien de vraiment se diriger vers le monde de l'automobile et l'aéronautique. Et actuellement, je suis ingénieure au sein du groupe français APSID à Casablanca. Je suis ingénieure d'études et de développement du poste de traitement des dépollutions diesel. Donc, je vois que j'étais dans le choix de 2 opportunités d'embauche entre tout ce qui est industrie de production et bureau d'études. Donc, je me dis, puisque je suis dans le début de ma carrière professionnelle, pourquoi pas vraiment commencer par tout ce qui est bureau d'études et pouvoir consolider mes compétences techniques avant d'accéder au monde de production. Et pourquoi pas vraiment apprendre et innover ou bien contribuer à l'innovation des nouveaux systèmes, surtout dans l'industrie automobile. Vraiment, pour ne pas prolonger dans le temps, mon conseil, c'était aux gens étudiants et étudiantes, vraiment, je vous conseille, osez-vous et vraiment poussez vous-même à dépasser vos limites. Il faut fixer ses objectifs et il vaut mieux toujours de faire des pauses d'introspection et savoir vraiment ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on veut dans notre carrière professionnelle, bien que nos objectifs personnels et professionnels. Et il faut toujours apprendre des autres et apprendre de l'expérience des autres, mais ça doit nous aider ou bien l'exploiter pour nous mieux connaître et pour se mieux diriger, mais de ne jamais être impacté ou bien influencé, de changer nos avis ou bien nos passions pour vraiment plaire aux autres. Donc, c'est tout et merci. Merci. Donc, votre conseil, c'est de tirer le meilleur et le positif de toutes les expériences que vous présentent les personnes autour de vous. Mais j'aimerais revenir sur ce que vous m'aviez dit lorsqu'on avait préparé cet entretien. C'est le mot qui vous impressionne depuis votre enfance et comment il a influencé toute votre vie et votre carrière, même si vous démarrez votre carrière, mais ce mot va avoir une influence très importante. Exactement. Donc, ce mot-là, c'était innover, tout ce qui est innovation, technologie. Dès mon enfance, vraiment, une fois, je l'ai écouté pour la première fois en arabe ou bien en français. Ce sont vraiment des mots dont je me trouve tellement vivante. Et dans le baccalauréat, je me dis, voilà, si je poursuivais mes études à la médecine, il se peut que ces mots-là vont plus comment je peux dire, c'est pas là où je me sois vivante. Donc, je pense que l'ingénierie était vraiment
l'interface la plus parfaite pour pratiquer ces mots-là, tout ce qui est technologie, science, innovation, invention, pourquoi pas. Donc, voilà. D'accord. Et alors, pour terminer, quel est le conseil au sujet des vacances? Comment vous remplissez vos vacances et le conseil que vous pouvez donner à toutes les personnes ici? D'accord, donc pour les vacances, personnellement, j'étais toujours, je pourrais vous dire, j'avais une astuce. Je planifie mes vacances en avance pour équilibrer entre tout ce qui est vie professionnelle dès le parcours. Même si j'étais étudiante, vraiment, j'étais très responsable dans ce choix-là entre tout ce qui est vacances et carrière. J'essaie tellement d'organiser mon planning entre, d'abord, il faut commencer par un stage. Si l'année, par exemple, était tellement chargée, je prends une pause de vacances et puis un stage en août. Sinon, je l'inverse. Donc, j'avais exploité toujours mes vacances, d'équilibrer entre tout ce qui est expérience professionnelle et vacances. Et ce qui m'avait permis d'avoir, pendant les 5 ans de mes études d'ingénierie, avoir vraiment 7 stages ou bien 7 expériences professionnelles, c'était vraiment, je trouve, une quantité bien d'expérience qui m'a permis vraiment de bien choisir ma carrière et de bien choisir le domaine qui m'impressionne plus. Merci beaucoup. Et alors, juste pour finir avec l'anecdote concernant Amendis. Oui. En fait, Amendis, de Tétouan, j'ai passé un stage technique d'application au sein du service eau et assainissement, encadré par Monsieur Elias Cherkaoui. Donc, on est toujours, je pense, j'avais passé un stage là où vraiment j'ai pu appliquer mes connaissances acquises lors de mes études. Bien sûr que j'avais aussi appris du nouveau dans tout ce qui est monde d'industrie, d'Amendis, d'eau et assainissement, tout ce qui est automatisation du pompe et des installations, etc. Donc, pour ne pas entrer dans le détail technique. Non, c'est bon, mais ça a son importance puisque le campus de formation d'Amendis est justement spécialisé sur ces 3 spécialités, eau, assainissement et électricité. Yousra, je vous remercie infiniment pour ce magnifique témoignage très, très inspirant et même pour nous dans nos carrières professionnelles. Encore toutes mes félicitations pour le prix que vous avez reçu et une excellente continuation à vous. Merci beaucoup et l'honneur est à moi d'être parmi vous et d'apprendre de vos témoignages aussi. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que Lamia Adrat a pu revenir auprès de nous? Lamia, je ne sais pas si vous avez pu régler le problème technique ou pas. Bon, bah, écoutez, il nous reste 3 petites minutes durant lesquelles on va pouvoir répondre à une question. Alors, c'est une question de Kenza Biaz qui est très agréablement surprise par le ratio femmes ingénieurs dans les statistiques du Maghreb. Et sa question est, y a-t-il autant de femmes ingénieurs que d'hommes ingénieurs qui partent faire leurs études à l'étranger hors Maghreb? Alors, est-ce qu'un représentant de l'AEFE ou l'AUF pourrait répondre à cette question? Monsieur Laurent Arbeau, je sais que vous m'aviez indiqué le départ des étudiants post-bac pour la France notamment. Donc, ce n'est pas encore des élèves en école d'ingénieur, mais qui vont le devenir. Mais chez vous, en tout cas, c'est ce que vous voyez. Oui, alors effectivement, le focus est sur mon établissement, mais il n'y a pas de différence notable dans le départ, effectivement, dans les études scientifiques et notamment les études d'ingénieur entre les filles et les garçons sur notre établissement. Donc, alors, je ne sais pas si on peut le généraliser à l'ensemble du Maroc, hein, je me garderai de le faire parce que je n'ai pas les données. Mais en tout cas, oui, effectivement, sur notre public, qui est un public essentiellement marocain, parce que 90% de nos élèves ont la nationalité marocaine. Voilà, c'est ce qu'on constate. Ok, d'accord. Kenza, écoutez, on va essayer de trouver les chiffres pour pouvoir y répondre plus en détail la prochaine fois, de rien. Écoutez, il est l'heure de clôturer ce webinaire. Je remercie l'AUF, l'AEFE, toutes les entreprises et établissements et fédérations qui ont participé à l'organisation de ce superbe webinaire. Un grand merci à Alicia Wokowska, ma collaboratrice
collaboratrice qui a préparé tout cela avec moi. J'espère oublier personne, mais sachez que je vous suis très, très reconnaissante. Je vous donne, donc l'idée, c'est de faire 1 à 2 webinaires par trimestre. Donc, on vous renverra des invitations. Merci à toutes et tous pour vos beaux témoignages, à toutes les personnes qui ont passé 1h30 avec nous et à très bientôt. Au revoir.